Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité internationale. Pékin et sa région en alerte rouge à cause du typhon Doksuri et de ses pluies torrentielles. Après avoir ravagé certaines provinces du sud et du sud-est de la Chine, il remonte vers le nord du pays. Il pourrait tomber localement plus de 60 cm d'eau. La pression s'accentue sur les putschistes au Niger. Ils dénoncent une menace d'intervention militaire imminente à Niamey de la CEDEAO. La communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest se réunit d'ailleurs ce dimanche en sommet spécial à Abuja au Nigeria pour évaluer la situation dans le pays. Deuxième journée de compétition des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, avec aujourd'hui notamment des épreuves de cyclisme sur route, de lutte libre ou encore de tennis de table. C'est à suivre évidemment sur TV5. Toute une partie de la Chine est donc en alerte rouge. Plusieurs centaines de millions d'habitants sont concernés. C'est la première fois depuis 2011 qu'une alerte d'une telle ampleur pour pluie diluvienne est déclenchée. Séraphine Charpentier. Alors que cet habitant filme les dégâts des inondations, il capture l'arrivée d'un puissant mur de boue. Les flots s'abattent sur une artère de la ville côtière de Nan'an, située en face de Taïwan. Quelques heures plus tard, la rue est méconnaissable. La faute au typhon Doksuri. 880 000 personnes sont touchées par les inondations dans la province de Fujian. Environ 35 000 personnes sont actuellement dans les centres d'évacuation. Selon nos calculs initiaux, les dégâts sont d'environ 67 millions de dollars, mais ils sont provisoires. Toute une partie de la Chine est en alerte rouge. 100 millions d'habitants sont concernés. Le typhon Doksuri, après avoir frappé vendredi et samedi le sud-est du pays et les côtes, se dirigeait vers le nord. Des milliers de personnes ont déjà dû évacuer Pékin. L'Institut météorologique national prévoit des pluies torrentielles pendant 3 jours. Le bilan pourrait être catastrophique. Le typhon Doksuri est le plus fort que le pays ait connu depuis des années. Il perd en puissance, mais les pluies attendues ces prochaines heures pourraient être plus importantes que celles de juillet 2012. Les inondations avaient fait 79 morts dans la région de Pékin. La pression s'accentue sur les putschistes au Niger. Ils dénoncent une menace d'intervention militaire imminente à Niamey de la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunit d'ailleurs ce dimanche en sommet spécial à Abuja au Nigeria pour évaluer la situation dans le pays. Les premières sanctions sont déjà tombées. Après l'Union européenne, c'est au tour de la France de suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire. Quant au président nigérien élu, Mohamed Bazoum, il est toujours retenu dans sa résidence à Niamey. Le point sur la situation avec Hugo Barbieux. Il n'est apparu sur aucune image depuis l'annonce du coup d'État ce mercredi. Mohamed Bazoum, président élu du Niger, renversé et séquestré, mais pas isolé. Ses alliés se sont opposés au coup de force des militaires. En Afrique d'abord, l'Union africaine donne un ultimatum aux putschistes pour rétablir l'autorité constitutionnelle sous 15 jours et exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes. Ces exigences interviennent à la veille d'un sommet de la CEDEAO à Abuja. Des sanctions pourraient bien y être prises à l'égard des militaires. Le président kényan a lui aussi condamné ce coup d'État et en appelle à la communauté internationale. La résurgence des coups d'État militaires et des tentatives de subversion de la volonté des peuples sur notre continent bien-aimé exige une réponse unie et globale afin que les responsables soient tenus de rendre compte de leurs actes. Les alliés occidentaux de Mohamed Bazoum se tiennent d'ailleurs derrière lui, en premier lieu desquels les États-Unis, au soutien qualifié d'indéfectible par Anthony Blinken. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi auprès de nos partenaires dans la région et dans le monde. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. La Maison-Blanche a par ailleurs souligné que le coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. Même ton ferme du côté de l'Union européenne. Dans un tweet, son chef de la diplomatie annonce suspendre les coopérations dans le domaine sécuritaire et met en garde contre toute rupture de l'ordre constitutionnel au Niger.
Au Niger, toujours 4 jours après le putsch, les frontières du pays sont fermées. Un comité de soutien au nouveau pouvoir appelle à la suspension des médias internationaux. Nous sommes allés à la rencontre d'étudiants à Niamey pour recueillir leurs sentiments. Reportage d'Anne-Fleur Lespio, commenté par Laure de Matos. Dantakala est un jeune homme politisé. Membre d'un syndicat étudiant, il débat régulièrement avec d'autres jeunes comme lui dans ce petit amphithéâtre de l'université de Niamey. Il décrit une jeunesse nigérienne sans perspective, évoque un système PNDS, du nom du parti présidentiel, qui ne profite qu'à ceux qui sont bien nés. Pour lui, le coup d'État porte l'espoir d'un changement. La classe politique est déconnectée de la jeunesse, les jeunes ne se retrouvent pas. On est dans un pays où les dirigeants font seulement ce qui leur arrange, au lieu de faire ce qui doit arranger les peuples. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a des frustrations, surtout au niveau des jeunes. Les jeunes ont entassé des diplômes, comme je viens de le dire, antérieurement, et ils ne se retrouvent pas dans le système. C'est donc un système fondé sur parents, amis et connaissances. Il faut qu'on te connaisse. Les étudiants de l'université de Niamey sont en grandes vacances depuis ce samedi et sont un peu désorientés 3 jours après le coup d'État. Ce qui inquiète Junior surtout, c'est le couvre-feu qui l'empêche de continuer son activité nocturne de DJ et de gagner sa vie. Les anniversaires, le mariage, les conférences, tout ça après les études. Le soir, j'ai eu un petit boulot où j'anime de l'autre côté de la ville. Avec les activités là, je gagne mes frais de l'inscription. Des fois, je fais des transferts à mes parents. Omar, lui, est originaire de Terra, dans la région de Tillabéri, placé sous état d'urgence depuis 2018 à cause des attaques djihadistes. Depuis la consécration de Bazoum, nous, on n'a pas vu quelque chose vraiment. Chez nous, il y avait eu l'absence même de l'État dans notre localité. Concernant les coups d'État, c'est une fierté pour nous. Au cas où on arrive à avoir un président qui est unidimensionnel, qui est multiculturel, qui a l'amour de la patrie et qui a l'amour du pays en général. Une partie des étudiants soutient les putschistes car elle considère que le pouvoir civil n'offre aucun espoir à la jeunesse. 58% de la population du Niger a moins de 18 ans. En Centrafrique, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour participer au référendum constitutionnel, un texte vivement décrié par l'opposition qui appelle au boycott du scrutin. L'une des mesures les plus critiquées prévoit de ne plus limiter le nombre de mandats présidentiels. Cela permettrait ainsi au président Touadéra de briguer un 3e mandat. Dans le reste de l'actualité, à propos des relations entre le Maroc et l'Algérie, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au trône, le roi Mohamed VI a prononcé son traditionnel discours. Le souverain marocain a une nouvelle fois appelé à un retour à la normale avec l'Algérie. On l'écoute. Nous rassurons nos frères d'Algérie, leurs dirigeants et leur peuple qu'ils n'auront jamais à craindre de malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons également la grande valeur que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères. On en vient à cette attaque de drones ukrainiens contre Moscou déjouée. Selon les autorités russes, des engins s'en sont pris aux façades de 2 tours de bureaux qui ont été légèrement endommagées, mais il n'y a pas de victimes. L'aéroport international dans le sud-ouest de la capitale russe a été brièvement fermé au trafic. La Terre est en ébullition, pour paraphraser le secrétaire général de l'ONU, et ses océans aussi. Après la Méditerranée, l'Atlantique Nord a battu des records avec une eau à 24,9 degrés le 26 juillet. Ces vagues de chaleur marine provoquent, entre autres, le blanchissement des coraux. Illustration dans le récif de Floride avec Hugo Barbieux. Pour se rendre compte des effets du réchauffement climatique, il faut parfois plonger la tête sous l'eau. Le long des côtes de Floride, les coraux ont ici perdu leurs couleurs habituellement éclatantes, synonyme de mort pour ces animaux. En cause, la température de l'eau très élevée, ce qui n'a pas échappé aux habitants. Je suis pêcheur et sur mon bateau, je vois la température sur ma jauge. Je vois que la température de l'eau est autour de 29 degrés, puis tout d'un coup, elle monte autour de 35 degrés. Et maintenant, il y a des informations selon lesquelles l'eau approche 38 degrés. C'est fou.
C'est terrible, c'est choquant. J'ai envie de pleurer quand je suis sous l'eau en plongée. J'ai contacté des amis à moi et j'ai dit « le récif a blanchi ». Ces derniers jours, le détroit de Floride connaît des records extrêmes de température, enregistrés généralement plus tard dans l'année, en septembre. Ces hausses influent directement sur la vie des coraux. Le corail vit en symbiose avec une algue qui lui donne sa couleur, marron, vert, parfois rouge ou violet. Lorsque l'eau devient trop chaude, cette relation entre l'animal corail et les algues se rompt, et l'animal expulse les algues dans la colonne d'eau. Et les conséquences de ce processus sont mortelles. Unique solution trouvée par les défenseurs de l'environnement, déménager les coraux vers des nurseries où la température de l'eau est contrôlée. Nous avons pris des spécimens de tous ces coraux et de toutes ces souches. Nous les avons déplacés dans des lieux différents pour mieux protéger ces espèces essentielles et leur diversité génétique. La dégradation des récifs coralliens annonce aussi la mort des espèces qui y vivent. Selon les ONG, qui craignent rien de moins qu'une hécatombe, tortues de mer, barracudas et poissons perroquets pourraient disparaître si les températures augmentent durablement. Les 9e Jeux de la francophonie se poursuivent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Plus de 3000 jeunes sportifs et artistes sont au rendez-vous. Au programme ce dimanche, du cyclisme, de la lutte libre ou encore du tennis de table. Retour sur les résultats de la première journée de compétition avec Séraphine Charpentier. La lutteuse ivoirienne Caroline Yapindé, trop passive, vient de se faire rappeler à l'ordre par l'arbitre. Quelques secondes plus tard, la Française Emma Luthenauer, tout en muscles, trouve la faille et retourne son adversaire. Et voilà la Française qui vient de retourner. C'est fini. Et la victoire, le premier titre de ces Jeux de la francophonie, il est pour la Française Emma Luthenauer. Emma Luthenauer obtient la première médaille d'or des Jeux de la francophonie. Voilà qui promet à un an des Jeux olympiques de Paris. À Kinshasa, le premier jour de compétition aura ravi les amatrices et amateurs de lutte, mais aussi de football. Le Bénin et la RDC ouvraient le bal du tournoi masculin vendredi. Les Guépards assomment en souplesse les Léopards, 2-0. Voilà, on a bien commencé la compétition et on ira jusqu'en finale. Les Béninois sautent de joie, mais dans le vestiaire des Congolais, l'heure n'est pas à la fête. Vous l'avez dit, il y aura en face de nous une équipe aguerrie, une équipe qui s'est préparée, une équipe qui vient de la CAN, une équipe qui revient faire l'UEFOA, il n'y a même pas une semaine. Vous, depuis votre match de Brazza, on est allé dormir. On joue les Jeux de la francophonie une seule fois dans sa vie. Donc quand tu les joues aujourd'hui, tu ne les rejoueras plus jamais. Donc c'est un gros événement pour eux. C'est vrai qu'il y a des absents, mais ça n'empêche pas le caractère festif de cette activité. Samedi, pas de défaite douloureuse ni de victoire criante. La tendance était au match nul. 1-1 entre le Cameroun et le Liban, 2-2 pour le Sénégal et la République du Congo. Côté basket féminin, le programme était fourni avec 5 matchs. Les joueuses libanaises l'emportent notamment 61-53 face à la République démocratique du Congo. En parallèle du sport, la culture investit également les murs de Kinshasa avec des disciplines telles que la chanson, la danse créative et la création numérique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.